Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov reçoit aujourd'hui François Asselineau, candidat à la présidentielle et président du parti de l'Union populaire républicaine. Bonjour monsieur Asselineau. Bonjour et merci de me recevoir. Alors François Asselineau, effectivement, vous disiez juste avant qu'on prenne l'antenne, c'est que vous disiez effectivement que votre temps de parole, vous aviez calculé sur les médias en général, hein, c'était 0,002%. C'est même pas la létalité des victimes du Covid-19, vous voyez, là vous le dépassez, vous les battez. Alors François Asselineau, effectivement, je vais vous dire d'abord deux choses. Vous avez quand même des gens qui vous suivent et qui vous suivent très fidèlement. Parce que depuis que je fais cette émission, et ce n'est pas pour ça que je vous ai invité, de toute façon je comptais vous inviter, mais j'ai très frappé, tout le monde me dit mais pourquoi vous n'invitez pas François Asselineau? On vous suit effectivement sur les réseaux sociaux, on vous suit sur Internet, et vous avez un public important, je dois dire, et vous êtes effectivement quelqu'un de, je dirais, allez, hors norme, vous êtes atypique. D'abord, je rappelle, ça c'est pas atypique, vous êtes énarque, inspecteur des finances, vous avez travaillé, je rappelle, comme directeur de cabinet Charles Pasqua, je ne vais pas tout énumérer, il y aurait beaucoup de choses à dire, vous avez travaillé sur l'intelligence économique, et puis vous avez en tout cas un mérite, c'est votre cohérence. Vous avez dit non à Maastricht depuis 1992. On peut pas dire, vous, que vous avez retourné votre veste. Vraiment pas. Et je fais assez rapidement. Vous avez déjà été candidat 2017 à l'élection présidentielle. On va parler de tout ça, de l'Europe et tout. Et là, est-ce que vous avez déjà, François Asselineau, vos 500 signatures? Alors, comme vous le savez, pour l'instant, personne ne les a. Ouais. Officiellement, puisque le Conseil constitutionnel, lorsque un décret que tout le monde attend ne sera pas sorti, va adresser le formulaire de parrainage, le terme exact c'est présentation d'un candidat. Oui. Le Conseil constitutionnel va adresser à chaque détenteur d'un pouvoir de parrainage, les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, conseillers départementaux et les maires, personnes à peu près 42 000 personnes, oui. Une feuille de papier numérotée, sur un papier comment dirais-je, fileté avec un filigrane de bleu, blanc, rouge, donc un papier qui ne peut pas être imité, et ce papier est également attribué. Et chaque détenteur du pouvoir de parrainage en reçoit un et un seul. Et il peut soit le mettre au panier, soit l'envoyer. S'il l'envoie, et là, ça va donc qu'il l'envoyer à partir du début février, je comprends, il ne peut en envoyer qu'un, et une fois qu'il l'a envoyé, il ne peut pas revenir dessus. Alors, connaître ce système, ça permet déjà de comprendre beaucoup de choses. La première, c'est que actuellement, lorsque vous avez des candidats qui vous disent qu'ils ont tant de parrainage, c'est pas vrai. Ils ne peuvent avoir, dans le meilleur des cas comme moi, que des promesses écrites, si possible, parce que les promesses orales, ça ne vaut rien. Oui. Les promesses écrites, c'est ce que nous faisons pour demander qu'un maire, par exemple, eh bien, s'engage à me parrainer. L'expérience montre que ces promesses, si elles sont signées avec le tampon de la mairie, elles sont généralement respectées, mais il faut quand même une petite marge de... Mais donc le vrai acte, c'est cette feuille qui va être envoyée. Donc c'est pour ça qu'actuellement on est dans ce flou. Alors néanmoins, tout le monde sait qui est sur le terrain cherche des promesses de parrainage, et l'on peut savoir, par exemple, je peux vous dire, c'est pas un scoop, que Monsieur Fabien Roussel ou Madame Nathalie Arthaud auront leur parrainage, parce qu'ils sont très très bien organisés. Et je peux vous dire que nous sommes également bien organisés. On a un peu moins de militants aguerris que Lutte ouvrière ou que le Parti communiste, mais je considère que nous sommes les troisièmes meilleurs, et donc nous avons beaucoup de promesses de parrainage. Vous êtes meilleur que Madame Hidalgo ? Alors, si vous voulez, vous avez les grands partis politiques, enfin les grands qui ne sont grands que par le fonds de commerce dont ils disposent, pas par le programme, ni par les propositions, ni par la cohérence de leurs propositions. Mais les candidats comme Madame Pécresse, Madame Hidalgo, si c'est elle la candidate du PS, Monsieur Jadot, auront leur parrainage, puisqu'eux, ils ont déjà en interne tous les élus locaux nécessaires. Ils vont même faire quelque chose qui est tout à fait scandaleux, on l'a vu lors des autres élections, c'est qu'ils vont siphonner le maximum
de parrainage. Par exemple, les Républicains, on l'avait vu en 2017, il y a besoin de 500 parrainages. Monsieur Fillon avait obtenu 3500 parrainages. Et Monsieur Benoît Hamon en avait obtenu 2500. Et Monsieur Macron, qui bénéficiait du soutien d'une partie du PS, de l'UDI, du MoDem, etc., on avait eu quelque chose comme 1800. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien ce qui se passe, sur les 44 000 ou 42 000 détenteurs du pouvoir de parrainage, en 2017, il n'y en avait eu que 14 000 qui avaient parrainé. Il y en a donc 2 tiers qui refusaient de parrainer. Et cette année, ça sera sans doute pire. Parce que les maires, notamment, ne souhaitent pas parrainer pour toute une série de raisons, notamment parce que le nom a été rendu public. C'est ça, la levée de l'anonymat des parrainages. La levée de l'anonymat. Par François Hollande. Par François Hollande. Ouais. Donc, alors vous avez ça d'un côté, puis de l'autre côté, vous avez les partis, comme je viens d'expliquer, qui essayent de siphonner le maximum. Donc, par exemple, en 2017, il y a eu 14 000 personnes qui ont parrainé, et si vous additionnez les nombres que je vous ai donnés pour François Fillon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron, on arrivait à 7 500. C'est-à-dire que déjà 3 candidats avaient déjà plus de la moitié. Du vivier disponible. Voilà, c'est ça qui explique les difficultés, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura des surprises, parce qu'il y a des candidats, il y a des gens qui ont annoncé qu'ils seraient candidats et qui en fait ne le seront pas. Et là, j'ai des noms, je ne sais pas si je dois les donner à l'antenne, parce que je ne voudrais pas. Mais on a des choses assez choquantes, parce que la France est un pays étrange. L'élection présidentielle, pendant des mois, on a vu débattre à la télévision ou à la radio des gens qui ont eu un temps de couverture énorme, alors qu'ils ne seront pas candidats. Tout le monde le sait déjà, par exemple, pour LR. On a entendu M. Barnier, M. Bertrand, etc. Ils ont eu des heures et des heures d'antenne alors qu'ils ne sont pas candidats. Oui, pareil, pour la primaire. Oui, ça. Mais c'est quand même un avantage distinctif, parce que pendant ce temps-là, on parle des LR, on met ça dans la tête des gens. Hein. C'est quelque chose d'important. C'est comme pareil, même chose pour le PS. Mais vous avez aussi des candidats. Écoutez, je vais me lâcher, mais il y a quand même un candidat qui, à mon avis, ne les aura pas, qui est M. Montebourg, qui a quand même eu 5% du temps de parole, quand moi j'ai eu 0,002%. Hein. Donc, en d'autres termes, on est dans une élection où on donne la parole pendant des mois à des gens qui ne seront pas candidats. Et lorsque la publication des noms officiels aura lieu, c'est-à-dire début mars, il n'y aura plus qu'un mois. Et là, d'un seul coup, les Français vont découvrir qu'ils ont une offre tout à fait différente de celle qui leur a été présentée. Oui, de celle qu'ils ont entendue et vue voilà. sur les fenestrons. Et alors ça, c'est très très important. Je pense que là, on est au cœur d'un vrai problème. C'est qu'il faut que les Français comprennent qu'ils vont avoir un autre choix que celui qu'on leur a mis dans la tête. Voilà. Il y a des gens, c'est aussi un secret de polichinelle, vous savez que M. Zemmour a les pires difficultés à avoir les parrainages, parce que les maires des petits villages sont réticents devant le discours qu'il tient, de même que Mme Le Pen, pendant très longtemps, a eu des difficultés, parce qu'ils estiment, à tort ou à raison, les maires considèrent que c'est un discours extrémiste. Donc M. Zemmour, dont je rappelle quand même qu'il a eu un temps de parole extraordinaire quand même. Hein. C'est supérieur à celui de Kim Jong-un en Corée du Nord. Il a eu... N'exagérons rien. Écoutez, sur CNews, il a eu 80% du temps de parole. Ouais. Hein, moi, j'ai eu 0. Je rappelle que d'après le CSA, quand même, il faut tenir compte du projet, du programme, du résultat aux élections antérieures. Moi, j'ai eu 1,2% à la présidentielle, 1,2% aux européennes. Monsieur Zemmour, c'est pas un procès que je lui fais, mais c'est un fait. Il a eu 0%, il ne s'est jamais présenté. Il ne s'est jamais présenté. Voilà. Donc, en fait, on tient compte des sondages. Mais les sondages, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Nous avons des enregistrements de certains de nos adhérents qui ont reçu des coups de téléphone d'instituts de sondage et les instituts qui disent « En 2017, vous avez voté pour qui ?» Alors, ils répondent à Asselineau. Donc, au bout du film, il note Asselineau. Et en 2022, vous allez voter pour qui? Alors, ils répondent Asselineau. Et vous avez à l'autre bout du fil la personne qui dit « Ah, mais j'ai pas dans la liste. Il faut me donner un autre nom. » Vous vous rendez compte? Et c'est là-dessus notamment que se fonde le CSA. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, cette élection présidentielle est quand même très largement handicapée par des problèmes structurels fondamentaux. On pourrait très simplement déjà avoir une règle qui est que on devrait par exemple connaître 5 mois à l'avance, ça nous mettrait au mois de novembre ou au mois de décembre, la liste définitive des candidats. Il suffirait que les parrainages... D'avancer effectivement la date. À l'élection présidentielle américaine,
les primaires se soldent entre les Républicains et les démocrates, c'est au mois de juillet que ça se passe. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'ils ont ensuite T'as le temps. le mois de juillet, août, septembre, octobre, jusqu'au début novembre. Donc ils ont 4 mois à faire débattre. Nous, les Français connaîtront les candidats réels, définitifs un mois avant le premier tour. Alors, on nous dit aussi, mais les 15 derniers jours, vous allez avoir l'égalité du temps de parole. Oui, mais vous êtes suffisamment averti, André Berkoff, de la façon dont ça marche en politique. Il y a un système qui s'appelle la cristallisation de l'opinion. C'est-à-dire que... c'est votre côté stendhalien. François Asselineau, encore une fois, je le disais, on peut vous reprocher peut-être beaucoup de choses, on peut être pour ou contre vos prises de position, mais on ne peut pas vous reprocher votre cohérence. Je l'ai dit, on va en parler, souverainiste, gaulliste, non à Maastricht, pour le Frexit. Vous êtes un des rares qui carrément adopté le Frexit. Enfin, voulez aller vers le Frexit, et vous avez été candidat aussi bien à des municipales qu'à des législatives, qu'à la présidentielle, on l'a déjà dit, etc. Et vous avez fondé votre parti, l'Union populaire républicaine, en 2007, donc il y a maintenant 14 ans. 15 ans même. 15 ans, oui, allez, oui, c'est vrai, on y arrive. Mais en même temps, je voudrais vous poser une question. Vos scores n'ont jamais été des scores lumineux ou extraordinaires. Et vous persistez, vous signez, et effectivement, ce n'est pas le chiffre qui compte, mais enfin quand même, est-ce que vous n'êtes pas quelque part, au bout de 20 ans, plus 25 ans d'activité politique, vous vous dites pas, mais ça ne mord pas assez, et pourtant, effectivement, vous n'êtes pas... Le courant que vous représentez est un courant, le courant souverainiste, un peu le qu'on veut, gaulliste, patriote, etc. Et c'est un courant important. Et comment vous expliquez cet écart entre les chiffres que vous avez et ce courant qui existe beaucoup plus important en France? Alors, s'agissant de l'élection présidentielle, pour parler de ça, effectivement, il y a des gens qui me disent, vous avez fait 1%, c'est de la gnognotte, ça n'intéresse pas, etc. Bon, vous avez un charisme, vous n'avez pas de charisme, tout ça, je connais tout ça. Ce que je note, moi, c'est que sur Internet, nous avons une chaîne UPR TV et je fais des vidéos qui battent tous les records. C'est-à-dire qu'on a des vidéos, excusez-moi de le souligner, qui ont plus de 1 million de vues, 1 500 000 vues, 1 800 000 vues, 2 800 000 vues, etc. Je voudrais donc signaler quelque chose. On a parlé tout à l'heure du temps de parole. C'est absolument fondamental. Pour une raison simple, c'est que si vous allez dans la rue, où tout le monde peut faire cette expérience, si vous parlez autour de vous, vous dites, est-ce que Asselineau, ça vous dit quelque chose ? Il y aura peut-être 15% des gens qui diront « Ah oui, ça a été candidat ». Et si vous demandez quel est son programme, vous aurez peut-être 4% des gens qui le connaîtront. Donc, si vous voulez faire 1% des suffrages, quand il n'y a que 4% des gens qui savent ce que vous dites, qui ont fait l'effort de... Oui, mais pourtant, pardon, vous avez... Non, mais c'est intéressant. Ce que vous dites, vous avez dit, on a 1 million, et c'est vrai, je sais que on l'a vérifié, 1 million de vues, vous avez encore une fois un site internet ou UPR TV très fort. Pourquoi ça ne se traduit pas ça, déjà, en termes de chiffres? Parce que, d'abord, comme je vous l'ai dit, sur l'ensemble de la population, je reste peu connu, et d'autre part, parce que nous sommes... D'abord parce qu'il y a des gens qui viennent voir ce que je dis et qui ne sont pas forcément d'accord. Je ne dis pas que ce sont des gens qui sont captifs. Il y a d'ailleurs beaucoup d'adversaires ou d'opposants politiques qui viennent se servir pour prendre un certain nombre de mes analyses et se les attribuer tout en les tordant. Mais il y a aussi un autre phénomène. Le nombre de gens que nous connaissons qui disent « Ah oui, Asselineau, vraiment, c'est très bien, c'est lui le meilleur, c'est lui qui devrait être président, mais malheureusement, il ne sera jamais président. » Et pourquoi il ne sera jamais président? Regardez les sondages. Donc on a un phénomène qui est un phénomène bien connu, qui a été élaboré par aux États-Unis, qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Voilà. Rappelez-vous, Philippe de Villiers, dans un ouvrage, il avait expliqué que lorsqu'il avait fait une campagne avec Jimmy Goldsmith pour les européennes, il était collé à 1 ou 2%. Et puis il était avec un milliardaire, puisqu'à l'époque, on pouvait se faire financer. Et Philippe de Villiers raconte qu'à partir du moment où ils étaient allés financer
des sondages qui d'un seul coup, miraculeusement, le donnaient à 2, 3, 5, et bien d'un seul coup, il avait décollé. C'est comme ça qu'il avait terminé à 12. Donc, c'est également quelque chose qui est absolument fondamental, c'est la question des sondages. Je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, il y a des sondages qui ne me mentionnent même pas. Voilà. Oui, donc il y a, si vous voulez, tout un phénomène. Alors c'est pas le seul. Il y a aussi autre chose, c'est que tous les Français, depuis qu'ils sont nés, on leur explique que la construction européenne, c'est formidable. Et la différence avec le Royaume-Uni, c'est qu'au Royaume-Uni, au moment du Brexit, vous aviez... En gros, vous avez de grands journaux, comme par exemple le Daily Telegraph, qui est l'un des plus grands journaux britanniques, journal conservateur. Vous aviez également des tabloïds, comme le Daily Mail. Mais vous aviez également des personnes représentant le monde économique. Il y avait eu 343 chefs d'entreprise qui avaient appelé à voter pour le Brexit. Nous, en France... Si vous y réfléchissez bien, la quasi-totalité des journaux, des radios, des commentateurs dans les radios, des télévisions sont tous contre le Frexit. Je ne veux même pas en parler. Ils sont tous pour la construction européenne. Et je pense de ce point de vue-là que des personnalités comme les dirigeants du Front National, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, etc., tous ces gens qui critiquent l'Europe, mais qui ont intégré le fait que si on disait qu'il fallait en sortir, on serait blacklisté comme Asselineau, ils ont contribué à donner le sentiment aux Français qu'il y a une espèce de fatalité, on ne peut pas sortir de l'Union européenne. Et donc on est dans ce blocage. Ce que je trouve tout à fait important, c'est que le fait que j'ai participé à l'élection présidentielle il y a 5 ans, je pense que j'ai contribué, je suis pas le seul, mais j'ai quand même largement contribué à mettre sur le devant de la scène la question européenne. Et vous savez, je vais me faire une petite comparaison un peu littéraire et historique. Dans les années 1920, vous aviez un historien, un essayiste très connu, qui était plutôt monarchiste, qui s'appelait Jacques Bainville. Oui. Et il a écrit un ouvrage fantastique qui s'appelle « Les conséquences politiques de la paix » à partir des traités de Versailles, de Sèvres, etc. en 1919. Il a expliqué que la situation était très très instable, que l'Allemagne avait été maltraitée, puisqu'on ne lui avait pas appliqué la politique des nationalités de Wilson, et que très probablement ceci déboucherait sur un deuxième conflit mondial assez rapidement. Malheureusement, il avait raison. Et il y a des gens qui lui reprochaient à l'époque, disaient mais arrêtez avec votre Allemagne, vous nous parlez toujours de l'Allemagne, etc. Et il expliquait que c'était un peu comme une promenade en montagne. Vous vous promenez dans les montagnes, et puis il y a des sommets qui dominent la Seine. Et puis il y a des nuages par moments qui passent. Et lorsqu'il y a des nuages, les gens ne voient plus les sommets. Mais quand ça se dégage, eh bien ils voient de nouveau le sommet. Et il expliquait que l'unification allemande, que l'Allemagne était en soi le problème numéro 1 de la France. Et moi je dis aux Français que notre participation à l'Union européenne et à l'euro, même s'il y a des nuages, même si vous les cachez, même si, comme actuellement, personne n'en parle dans la campagne électorale, il continue à être là. Et le programme que j'ai présenté, que vos auditeurs trouveront en ligne sur notre site upr.fr ou sur mon site Asselineau 2022, j'ai présenté un programme le 19 octobre dernier, excusez-moi. C'était le premier programme présenté par un candidat. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les grands médias n'en ont pas beaucoup parlé. Il y a même d'ailleurs vos confrères de France Info, qui sont payés par le contribuable, qui nous ont expliqué que ça ne les intéressait pas de venir couvrir ça et de parler de mon programme. C'est quand même un peu fort de café, alors que j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2017. Eh bien, dans ce programme, je prends un engagement final qu'aucun autre candidat ne peut prendre. L'engagement final que je prends, c'est que je dis que il y a 27 engagements plus 27 sujets plus 1. Cet engagement final, c'est que je pourrais mettre en œuvre le programme et les promesses que je fais, parce que sinon tout le monde a des promesses. Et pourquoi je pourrais le faire ? Que celles qui les écoutent. Voilà. Mais pourquoi je pourrais le faire ? Parce que je m'en donne les marges de manœuvre à la fois budgétaires et juridiques en sortant de l'Union européenne et de l'euro. Alors je renvoie effectivement les auditeurs, et je crois qu'il faut se renseigner et aller effectivement sur vos sites, les sites que vous avez cités, de savoir ce que vous dites. Quand même quelque chose, François Asselineau. Il existe, je parlais de ce courant, appelons-le comme gaulliste, nationaliste, etc. Enfin bon, on prend les étiquettes qu'on veut, mais grosso modo, moi j'ai une question à vous poser
très clairement, il y a 2 autres personnes qui sont, grosso modo, sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Je ne parle pas des autres. Je laisse Mélenchon, Le Pen. Mais par exemple, à ce niveau-là, et ça représente déjà plus qu'1%, 2%, je pense à Dupont-Aignan et à Philippot. Pourquoi Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau ne sont pas capables de se mettre ensemble? Est-ce que c'est, comme d'habitude, une question d'ego? Alors, c'est une question qui m'est souvent posée. Je vais vous livrer un petit secret, c'est que on se voit, on s'est vu. Bon, il y a 2 choses. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un fait, a toujours dit qu'il était contre le Frexit. Bon. Et contre la sortie de l'euro. Donc ça pose un problème. Moi, lorsque j'ai créé l'UPR, c'est inscrit dans les statuts. Donc, M. Dupont-Aignan, pour l'instant du moins, peut-être qu'il va évoluer, je ne sais pas, il a toujours dit qu'il était contre la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Donc finalement, nous considérons, alors il tient des choses, il critique l'Union européenne, hein, mais il est comme M. Mélenchon, hein, ou comme Mme Le Pen, eux aussi critiquent beaucoup l'Union européenne. Mais eux, ils ne peuvent pas prendre l'engagement que je prends dans mon programme dont je parlais à l'instant, que d'ailleurs j'ai assorti d'un petit codicile, c'est que j'ai dit que si je suis élu, au bout de 2 ans et demi, je ferai un référendum révocatoire où les Français pourront juger si j'ai déjà pu mettre en place au moins la moitié de mes promesses. Mais si je dis ça, c'est parce que, par exemple, il y a tout le monde, par exemple, en ce moment, veut augmenter le SMIC. Oui. Sauf que Mme Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a dit qu'il était hors de question d'augmenter le SMIC à un niveau supérieur à l'inflation. Ça veut dire que tous ceux qui vous disent il faut rester dans l'euro, etc., il faut rester dans l'Union européenne, ils vous font des promesses qu'ils ne pourront pas tenir. Parce que c'est l'Union européenne qui décide de ce point de vue-là. De ces sujets stratégiques. Donc déjà, avec monsieur Nicolas Dupont-Aignan, avec qui j'ai des relations tout à fait sympathiques et cordiales, mais on a déjà ce point-là, qui est un vrai problème. Alors, Florian Philippot, lui, c'est autre chose, puisqu'il a créé un parti politique 10 ans après le mien. J'ai d'ailleurs jamais très bien compris pourquoi il ne nous avait pas rejoints, puisqu'il a repris quand même 90% de ce que je disais. Pas 100%, mais 90%. Donc c'est une question d'ego, c'est bien ça. Ben, je ne sais pas, enfin ça, il faut lui poser la question. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas adhéré à l'UPR? Bon, en attendant, ce que je vois, c'est que nous n'avons pas les mêmes stratégies, je pense. C'est-à-dire que monsieur Philippot, il l'a dit là dans Marianne, c'est sorti il y a quelques jours, il a dit qu'il considérait l'élection présidentielle comme accessoire. Voilà. Donc je pense, ça veut, à mon avis, si les mots ont un sens, ça veut dire, je pense, qu'il ne sera pas candidat. Bon, Monsieur Philippot, il a un rôle important. Il organise des manifestations, essentiellement d'ailleurs sur la Covid. Il a un rôle tribunicien, comme on dirait. Voilà. Moi, j'ai pas la même vision des choses. Je pense que la présidentielle n'est pas du tout accessoire. Je pense qu'elle est au contraire fondamentale. Et encore une fois, il l'a dit dans Marianne, hein, allez le voir. Moi, je considère que c'est un sujet tout à fait fondamental, puisque c'est la clé de voûte des institutions françaises. Et pour tout vous dire, je sais qu'il y a des manifestations là qu'il organise, mais moi je ne pourrais pas aller à cette manifestation pour une raison très simple, c'est que je continue à aller voir des maires. Là je suis samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, je suis en province pour aller voir des maires pour mes parrainages. J'espère bien avoir mes promesses de parrainage. Vraiment, je croise les doigts. On a dit en préambule à quel point c'était difficile. Donc d'une certaine façon, il est complémentaire de moi. Moi j'ai un programme, j'ai présenté un programme, j'ai un programme de gouvernement, et également j'essaie toujours de rassembler les gens. Je souhaite avoir, parfois ça m'a été reproché, hein, il y a parfois des gens qui trouvent que je devrais être plus véhément, plus... Attention, moi je ne veux pas faire comme Macron, insulter les gens. Le rôle d'un président de la République, c'est de rassembler les Français. Le moment venu de réconcilier les Français. François Asselineau, je voudrais justement qu'on parle de l'Europe, qu'on parle de souverainisme, qu'on parle de tout cela, parce que effectivement c'est un débat qui est plus ou moins étouffé, plus ou moins formulé, mais pas assez. Mais quand vous dites, moi j'ai reçu beaucoup de gens, quand vous dites oui, on peut sortir de l'euro, faire le Frexit, sans que ça pose, je ne parle même pas d'apocalypse, mais de dévaluation terrible, etc. Beaucoup de gens disent, mais attendez, mais c'est pas sérieux. Comment on peut sortir? Alors effectivement, le Brexit a eu lieu pour l'Angleterre, mais l'Angleterre était restée avec la livre sterling, elle n'avait pas pris l'euro. Est-ce que très franchement, en quelques mots, je sais que c'est compliqué, mais franchement, est-ce qu'on peut réalistement, aujourd'hui, d'aujourd'hui en 2022, 10 ans après, sortir de l'Europe et
comment, de façon précise, sans entraîner un certain nombre de conséquences pour le moins fâcheuses? Je vais vous faire un aveu. Je pense qu'en 2017, j'ai axé ma campagne, parce que les gens ne me connaissaient pas, sur le Frexit et la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro. Et c'était peut-être un peu entré trop bouillant en tête face aux gens, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi je propose ça. Et dans mon programme, comme vous le verrez, je prends les choses par l'autre bout. C'est-à-dire, les gens, ils veulent quoi? Les gens, ils veulent arrêter les délocalisations. Que ça se termine. Parce que la France est en train d'être ruinée. C'est ça qu'ils veulent. Sauf que pour arrêter les délocalisations, il faut réintroduire le contrôle des mouvements de capitaux, c'est des sujets un peu techniques, c'est interdit par les traités européens. Totalement interdit? Oui, totalement interdit. Les gens, ils veulent limiter l'immigration, la réduire. Bon, sauf que par les traités européens et par Schengen, nous n'avons pas notre politique migratoire. Pas la maîtrise. Pas la maîtrise. Et sans compter les décisions, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Regardez ce M. Barnier lui-même l'avait dit, vous vous rappelez, début septembre, il avait fait scandale parce qu'il était présumé comme un européiste, et d'un seul coup, il avait dit la vérité. Mais pourquoi? Il avait expliqué qu'on pouvait rien dans le cadre des traités européens, mais s'était limité à la question de l'immigration, ce qui est vrai. Mais je vous ai parlé, là, des délocalisations. Sur la question de l'agriculture, hier, je recevais à UPR, sur UPR TV, le président du MODEF, qui est l'un des syndicats agricoles français des défenses d'exploitation familiale. Et il était d'accord avec moi. C'est-à-dire que sous l'empire des traités européens de la PAC, on est en train de détruire ce qui reste d'agriculture familiale. Donc nous, on veut sauver ça. L'affaire des hôpitaux. Vous savez que Macron, il est quand même coincé par le fait qu'il a supprimé, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, 17 900 lits, dont 5 700 en 2020. Et maintenant, il vient nous dire, la bouche en France, voilà. Et maintenant, il vient nous dire, la bouche en cœur, que les hôpitaux sont surchargés à cause des non-vaccinés. C'est vraiment se moquer du monde. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que monsieur Macron n'a fait que la politique qui était auparavant celle de François Hollande et auparavant celle de Sarkozy. Xavier Bertrand a supprimé des dizaines de milliers de lits d'hôpitaux. Et d'où ça vient tout ça? Ça vient des instructions fixées par la Commission européenne dans le cadre du rapport des grandes orientations des politiques économiques. Donc, je n'ai pas parfaitement répondu à votre question parce que vous me parliez des conséquences. Mais auparavant, il faut retourner la problématique. Il faut bien que les Français comprennent que tant qu'on restera dans ce non-dit, tant qu'on restera dans les traités européens et dans l'euro, nous sommes obligés au sens fort du terme, contraints par la loi internationale, de mener la même politique que les prédécesseurs. C'est-à-dire que vous voyez bien, les Français, ils sont désespérés parce qu'ils votent pour Nicolas Sarkozy, ils pensent qu'ils vont avoir une politique de droite. Ils votent après ça pour François Hollande, ils pensent qu'ils vont avoir une politique de gauche. Après ça, ils votent pour M. Macron, ils pensent qu'ils vont avoir un nouveau monde. Maintenant, on leur présente, on essaie de faire mousser Mme Pécresse. Mais en fait, tous ces gens sont contraints au même programme. Et ce que je voudrais, moi, c'est avoir un véritable débat. Et là, ce sont les vrais sujets. C'est autre chose que ce qu'on nous montre actuellement. Actuellement, actuellement, la campagne présidentielle se moque du monde. On parle, est-ce que vous êtes pour ou contre le foie gras? Est-ce que vous êtes pour ou contre le pronom IEL? Est-ce que vous êtes pour ou contre la limitation à 40 km/h sur le périphérique parisien? Ou maintenant, Mme Pécresse qui propose des toilettes à la RATP. Mais on se moque réellement du monde. Les vrais sujets les plus fondamentaux, puisque l'élection présidentielle, c'est la définition de notre avenir pour 5 ans, eh bien, tant qu'on n'aura pas traité de ces sujets les plus fondamentaux, on va continuer, et la France va continuer non seulement à s'effondrer, mais avec une abstention de plus en plus importante. Et ce que je crains, eh bien, c'est que ça se termine par un pugilat général, par une guerre civile, tout ça. Parce que les Français ne comprenant pas les relations qu'il y a, les relations de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et les contraintes au quotidien qu'ils mesurent, les Français ne comprennent plus ce qui se passe et ils commencent à jeter le discrédit sur les journalistes, sur les hommes politiques, etc. Mais alors, vous, ce que vous dites, alors c'était assez clairement, là, et très clairement, c'est que vous dites qu'au fond, tant qu'on n'aura pas touché à l'Union européenne et à ses dictates, enfin, ce que vous appelez ces dictates, ces commandements, on ne pourra rien faire. C'est-à-dire qu'on est Gulliver à Lilliput, condamné à l'impuissance. Mais il faut, si vous voulez, on s'est moqué de moi il y a 5 ans parce que je citais des articles des traités européens. Bon. C'était d'ailleurs assez extraordinaire, puisque je rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la Constitution française, le président de la République est le garant du respect des traités. Donc la moindre des choses, c'est qu'il doit les connaître. Bon, moi je suis désolé de le dire, mais les autres candidats ne sont pas à la hauteur
C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, vous savez, c'est Zemmour dans son article, dans son dernier livre, qui citait Xavier Bertrand, qui lui a fait cette confidence, paraît-il, qu'il n'était pas à la hauteur de la fonction de président de la République, mais que les autres non plus. Oui, bon, absolument. Moi, je pense le niveau baisse. Le niveau baisse, mais c'est vrai. C'est vrai. Regardez, je vais vous faire... J'incite les auditeurs à faire une petite expérience. Ils vont sur Internet, ils vont regarder le débat de 1974 de deuxième tour entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Vous 74. verrez. 74. Oui. D'abord, vous aviez des journalistes qui n'interrompaient pas. Qui disaient, c'est d'ailleurs assez drôle, Jacqueline Baudrier et le jeune Alain Duhamel, qui disent « Bien entendu, nous n'interviendrons à aucun moment dans votre débat ». Et puis, c'est une stricte... C'est à la seconde près. Strict temps de parole. Et vous verrez le niveau. Et vous verrez de quoi il est question. Il est question de politique monétaire. Et quand vous voyez le dernier débat entre Mme Le Pen et Macron en 2017, mais je vous assure que les auditeurs devraient se rendre compte de l'effondrement du niveau. Voilà. Moi, j'ai donc l'impression, c'est plus qu'une impression, la certitude que nous avons des candidats à l'élection présidentielle qui ne sont pas du niveau. Qui ne connaissent pas leur dossier. Et qui ne connaissent pas leur dossier. Par exemple, sur l'euro. Sur l'euro, je suis, et excusez-moi de le dire, mais je prends ici un pari. Je propose à tous les autres candidats de faire un débat avec moi sur l'euro. Vous verrez qu'ils n'y connaissent rien. C'est quand même grave. Madame Pécresse, ou Monsieur Mélenchon, ou Monsieur Jadot, ou Monsieur Zemmour, ou Madame Le Pen ne sont pas capables de nous expliquer, ne seront pas capables de m'expliquer tous les arguments que je donnerai au peuple français. Quand même. Il y en a qui ont. Eh bien, faisons l'expérience. On va essayer. Mais vous verrez, ils refuseront de débattre avec moi. Voilà, ils refuseront. C'était quelqu'un qui était à Sud Radio il y a un certain temps, qui a fait de la politique depuis, Robert Ménard, qui m'avait dit un jour, vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité, pourquoi on ne peut pas vous faire débattre? J'avais dit, ben non. Il m'avait dit parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. Il y a un véritable problème de niveau et de travail. Et écoutez, regardez quelqu'un comme Poutine ou comme des chefs d'État étrangers, ils considèrent que nos dirigeants sont des branquignoles. C'est la vérité. Voilà. Maintenant, il faut regarder l'avenir. Moi, ce que je propose dans mon programme, j'en ai pris l'engagement, parce que je vois parfois des médias qui disent « mais personne n'a un avis différent ». Si. Moi, j'ai pris l'engagement que si je suis élu, la première chose que je ferai, c'est que je supprimerai le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Il y a l'écrasante majorité d'ailleurs des pays du monde qui n'en ont pas. On sait très bien que ce pass vaccinal est quand même incroyable, puisqu'il s'agit, le narratif officiel, c'est qu'il faut obliger les gens à être vaccinés, alors même que l'on sait que pour ne pas... Le narratif officiel, il faut obliger les gens à être vaccinés pour ne pas transmettre cette maladie, alors même que les gens qui sont vaccinés la transmettent. C'est quand même dingue. Bon, le narratif officiel, ne correspond pas avec la réalité. On a par ailleurs beaucoup de médecins qui nous disent que, en fait, il n'y a pas du tout d'engorgement, que le variant Omicron, c'est peut-être une chance, parce que ça se répand très très vite. Ils disent même que ça risque d'arrêter l'épidémie. C'est comme ça que ça s'est terminé en 1918. La grippe espagnole, elle s'était terminée comme ça, comme en 1971, la grippe de Hong Kong. Donc moi, les engagements que je prends vis-à-vis des Français, vous trouverez ça dans mon programme. 1, on arrête immédiatement le pass sanitaire, pass vaccinal. 2, liberté vaccinale. C'est-à-dire que les gens qui veulent se faire vacciner, notamment les personnes avec comorbidité, sont évidemment engagés à le faire. Personnes à risque, mais ceux qui ne veulent pas, peuvent ne pas le faire. Et on ne fait pas des pressions comme c'est actuellement le cas, parce qu'actuellement c'est quasiment une pression, c'est quasiment une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom. Quand je dis liberté vaccinale, c'est liberté de prescription des médecins, et y compris des vaccins, comme le vaccin chinois dont je parlais tout à l'heure, avec une autre technologie. Je préconise également qu'il y ait la possibilité d'avoir recours à des traitements. Moi, j'ai du mal, si vous voulez, à considérer que l'ivermectine, c'est pas bien, puisque j'ai été soigné par l'ivermectine, justement. Moi, j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid, j'avais 39,2 de fièvre, et puis j'ai un ami qui m'a donné sous le manteau, parce qu'on en est là, un médicament qui était en vente libre il y a encore 1 an, et j'ai pris donc cette boîte d'ivermectine, et je suis... Alors, c'est peut-être un cas particulier, je veux bien, mais en tout cas, moi, le lendemain, j'avais 37,2, et puis ça a été terminé. Bon, voilà, donc il y a tout ceci. Je pense également qu'il faut interdire les conflits d'intérêts, et je pense, par exemple, que dans les hôpitaux, il faut arrêter
arrêter que du personnel hospitalier puisse recevoir des financements de grands laboratoires pharmaceutiques. Je pense également, j'ai mis dans mon programme, qu'il faut redresser les hôpitaux français en recréant 30 000 lits, parce que c'est les lits qui manquent. Il faut d'abord redonner également au personnel hospitalier le niveau de vie auquel ils ont droit, compte tenu, et les moyens également auxquels ils ont droit, compte tenu de la situation sanitaire. Parce que si nous avions le système sanitaire français comme il y avait il y a 20 ans, on n'aurait pas ce scénario. Pas là. Et puis dernier point, si je suis élu, la première chose que je ferai, c'est la deuxième chose avec la suppression du pass sanitaire, c'est que je rendrai public les débats au sein du Conseil de défense. Voilà. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi les Français sont tenus à l'écart de ça. C'est vrai que ce secret défense est tout à fait étonnant. Et nous sommes maintenant avec Thomas qui nous appelle du Puy-de-Dôme. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que je ne pensais pas être pris en direct. Eh bien, voyez, voilà, vous l'êtes. Allez-y Thomas, allez-y. Merci. D'abord, je voulais vous remercier Monsieur Asselineau à titre personnel parce que vous, depuis que je vous connais, en fait, vous m'avez beaucoup éclairé sur la politique, sur l'économie, sur la finance. Pour moi, à titre personnel, vous êtes quelqu'un de très bien. Vous êtes un homme d'État. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes droit dans vos bottes. Je vous ai écouté avec Béchade. C'est vraiment des émissions excellentes. Thomas, on a beaucoup de gens. C'est très bien de dire du bien de Monsieur Asselineau. Vous avez raison, mais posez votre question. Allez-y. Je voulais savoir, Monsieur Asselineau, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment avec la Russie, qu'on ne parle pas, mais qui, je pense, est un enjeu majeur pour la France et puis pour ma gamine aussi, pour les enfants. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des conflits en ce moment dont on parle très peu avec la Russie ? Alors, merci à cet auditeur, merci pour les compliments, font toujours plaisir. La question qui est posée est absolument fondamentale. Il s'agit de la guerre mondiale. Hein. Et actuellement, personne n'en parle. Dans cette guerre mondiale, comme vous y allez. C'est un risque. Enfin, le risque en question, c'est ça. Les auditeurs ne le savent pas forcément, mais nous avons eu au cours des semaines écoulées, à 24 heures d'intervalle, des chasseurs français, même un groupe de 3 avions, partis de France qui patrouillaient en mer Noire à quelques kilomètres de la frontière de la Russie et de la Crimée. Qu'est-ce qu'on dirait, nous, s'il y avait à quelques kilomètres de la Corse ou de l'île Longue, vous savez, dans le Finistère, où il y a la base des sous-marins lanceurs d'engins, s'il y avait à quelques kilomètres des escouades d'avions russes. Bon, les avions ont été raccompagnés en dehors de l'espace aérien russe. Mais qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Je rappelle aussi qu'on a une base militaire en Estonie, avec donc du matériel militaire qui est à 200 kilomètres de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce qu'on dirait si les Russes avaient une base militaire à Andorre, à 150 km de Toulouse ? Bon, et ça, c'est notre appartenance, là aussi, je suis désolé de le redire, mais notre appartenance à l'Union européenne, dont l'article 42 du traité de l'Union européenne nous place sous l'autorité de l'OTAN. Nous sommes actuellement, dans le cadre de l'OTAN, nous sommes ligotés par la géopolitique américaine. Or, les États-Unis, vous savez, c'est un tigre blessé, comme disent les Chinois. Les États-Unis ont peur, ils ont raison d'avoir peur, de perdre le leadership mondial au XXIe siècle. Ils sont d'ailleurs en train de le perdre, notamment au profit de la Chine. Et les États-Unis, et notamment l'État profond aux États-Unis, le complexe militaro-industriel, etc., qui est derrière, voilà, eh bien, eux, ils ont une politique de plus en plus agressive sur la Russie. Bon, là, je vois que Poutine a fait des propositions pour demander à l'OTAN de ne pas intégrer l'Ukraine. J'ai vu aussitôt que l'Union européenne, qui s'est rangée évidemment directement derrière les États-Unis, ont dit que c'était inacceptable. Mais est-ce que vous comprenez ce que ça signifie ? Si vous regardez une carte du monde avec les bases militaires américaines, elles encerclent toute la Russie. Qu'est-ce qu'on dirait les Américains si tous les États-Unis étaient encerclés par des bases russes au Canada, au Mexique, alors pardon François Asselineau, mais il y a qu'une contradiction. Je ne parle pas seulement dans votre raisonnement. C'est que vous dites vous-même, et avec raison, que le tigre blessé américain, disons, etc., aujourd'hui, c'est la Chine, quand même, qui menace véritablement l'omniprésence. Or, en même temps, vous dites, ils sont concentrés sur la Russie. Mais la Russie non, ils sont également sur la Russie, mais sur la Chine. La France également a participé. On envoie des croiseurs entre Taïwan et la Chine continentale. Écoutez, moi, j'ai accompagné
Jacques Chirac en 1996 en Chine. Il a été reçu par Jiang Zemin, c'était l'antéprédécesseur de l'actuel président Xi Jinping. La première chose que disent les plus hautes autorités chinoises, le Tianzi, le fils du ciel, comme on dirait en chinois, il a dit à Chirac « Je suis heureux de recevoir quelqu'un qui est le digne héritier du président Charles de Gaulle, qui a eu la prescience de reconnaître la République populaire de Chine dès 1964. De Gaulle nous a laissé un patrimoine géopolitique génial. Il s'était mis bien avec la Russie, l'URSS. C'était pas qu'il était devenu communiste. Il avait reconnu la Chine populaire de Mao Tse-tung. C'était pas qu'il était devenu maoïste. C'est qu'il avait fait une politique qui est ancestrale, qui remonte à François Ier avec le Soliman le Magnifique, qui est la politique des contre-pouvoirs. Pour empêcher pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire le pays des hommes libres, étymologiquement, que la France reste une puissance d'équilibre, il fallait avoir un contre-pouvoir contre l'écrasante puissance américaine en ayant des liens d'amitié et de coopération avec la Chine populaire et avec la Russie. Et c'est ça que nous devons faire. Or, malheureusement, par notre appartenance à l'Union européenne, par notre appartenance à l'OTAN, Sarkozy a fait rentrer la France pleinement, y compris dans le commandement militaire, alors que De Gaulle avait fait sortir du commandement militaire, et puis aussi par la pusillanimité de nos dirigeants, pour ne pas dire leur méconnaissance de l'histoire, en fait, et puis que ce sont des gens qui, en fait, ne représentent pas les intérêts de la France. Monsieur Macron, j'estime, ne représente pas les intérêts du peuple français. Il représente les intérêts d'une oligarchie qui l'a fait élire. Eh bien, nous sommes en train de dilapider l'héritage géopolitique de Gaulle, et ça risque de nous entraîner, et votre auditeur a raison, moi je suis inquiet sur ces questions. Et ce sont vraiment des sujets fondamentaux qui doivent être l'objet d'une discussion approfondie pendant une campagne présidentielle. Deux choses. Et ça, c'est vrai qu'on devrait beaucoup plus parler de ça, mais comme toujours, la politique étrangère vient en second plan, et ce n'est pas... Jusqu'au jour où ça se transforme en guerre. Juste au jour, espérons pas, mais c'est vrai que le risque est là. Simplement, c'est parce que Macron a dit lui-même que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Voilà. Il l'a pas dit il y a si longtemps. Et puis deuxièmement, et surtout, quand je regardais c'est intéressant, vous avez vu, c'est votre fiche Wikipédia, qui est ce qu'elle est. Les fiches Wikipédia, on sait comment, effectivement, elles sont faites. Mais enfin, on vous accuse beaucoup d'être violemment anti-américain, de façon extrêmement, je dirais pas hystérique, mais presque, etc. Est-ce que c'est le cas? Non, alors d'abord, non, je n'ai rien, enfin je ne sais pas, je ne pense pas être hystérique. Je me ferais assez volontiers à mienne ce propos de Gaulle qui avait dit les Américains devraient comprendre que le meilleur allié, c'est celui qui sait leur dire non. Lorsque De Gaulle, en 1964, a reconnu la République populaire de Chine, il a été traîné plus bas que terre, puisque les Américains interdisaient à tous les pays occidentaux de reconnaître le régime de Mao. Et pourtant, alors que Nixon l'a reconnu 6 ans après. Et, voilà. Et après ça, d'ailleurs, Nixon, lorsque De Gaulle est mort, Nixon a fait un éloge extraordinaire sur De Gaulle en disant que c'était quelqu'un qui avait porté au plus haut ce qui était un homme d'État qui défendait les intérêts de sa propre nation. Voilà. Si vous voulez, lorsque Macron décédera, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'éloges, parce qu'il est considéré dans tous les pays du monde entier comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, tout simplement, voilà, et qui n'a aucune vision géopolitique, qui dit tout et n'importe quoi. J'insiste aussi sur d'autre phénomène, c'est que, vous savez, on parle beaucoup d'énergie en ce moment. Bon, la Chine vient de mettre au point, c'est une percée technique fabuleuse. Ils ont fait fonctionner une espèce de mini-soleil pendant 15 minutes. Vous savez, cette fameuse, c'est le Graal que l'on cherche, la fusion. Voilà. La fameuse fusion atomique. Ils y sont parvenus pendant 15 minutes. Alors, c'est encore des balbutiements, mais ils sont les premiers. Et ce truc se fonctionne dans le cadre du réseau international avec ITER. Donc, la France a des intérêts sur des sujets absolument fondamentaux comme l'énergie avec la Chine. Moi, j'ai négocié quand j'étais aux affaires, quand je m'occupais des questions chinoises, notamment au commerce extérieur et ensuite auprès d'Hervé de Charette, aux affaires étrangères, la construction de Daya B2, c'était des centrales nucléaires de fabrication française en Chine. Et nous avions une excellente coopération franco-chinoise. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales et qui ne cadrent pas avec la volonté que l'on a maintenant de faire de la Chine ou de la Russie des ennemis. Ce sont des pays dont il faut se méfier, comme de tout pays étranger d'ailleurs, mais il faut, tout en restant, bien sûr, en défendant nos intérêts nationaux, il faut quand même avoir des relations d'amitié et de coopération avec eux. Et on poursuit ce dernier quart d'heure avec François Asselineau, avec Claudine qui nous appelle de New York. Bonjour Claudine. Bonjour Claudine.
Bonjour Monsieur Asselineau, bonjour Monsieur Berkoff, et puis je ne sais plus son prénom, donc je m'excuserai. Donc bonjour aussi. Voilà, Monsieur Asselineau, je suis très très heureuse de vous parler. Nous sommes avec ma fille très attentive à vos prises de position parce que nous pensons qu'effectivement, moi en particulier, j'ai voté contre Maastricht et contre la Constitution de 2005. J'ai toujours estimé que l'Europe était vraiment problématique, donc il est bien évident que vous êtes pour moi certainement l'un des plus représentatifs dans les candidats dans ceux qui vont se présenter. Cependant, il est vrai que quand je regarde les différentes personnes qui se présentent et je vois M. Philippot effectivement qui prend une place assez intéressante, qui a un langage que j'apprécie sur beaucoup de points, même s'il n'a pas votre stature de mon point de vue, sur le point de vue présidentiable. Si, moi, de mon point de vue, si vous ne vous présentez pas avec comme compagnon de route Monsieur Philippot, voire Monsieur Dupont-Aignan, mais bon, ça c'est subsidiaire. Mais oui, allez-y. Si tous les souverainistes ne se réunissent pas réellement pour concrétiser donc ce projet, je pense que nous allons encore passer à la trappe, encore ce coup-ci. Et c'est vraiment avec l'ambiance actuelle qui se passe, enfin, je veux dire, moi, ça commence à me faire peur quand même, vous voyez. Mais Claudine, vous voyez, François Asselineau, on en parlait hors antenne. Le vrai problème, il faut le dire, vous avez 50 à 55% des Français, on le sait, et là, ce n'est pas spécialement ni les gauchistes, ni les conservateurs, ni autres qui le disent, qui sont d'accord sur l'essentiel. Évidemment, peut-être pas d'accord sur le Frexit. Alors vous me dites, oui, mais c'est ça l'essentiel. En attendant, ce qui est extraordinaire, c'est que tous les gens, dont vous, qui sont là, après s'éparpillent façon puzzle, comme disaient dans les tontons flingueurs, et après, voilà, repassent toujours les mêmes, plus ou moins, du système. Et c'est ça que dit Claudine, et c'est ça que disent des millions de Français. Et alors d'abord, je suis d'accord avec ce diagnostic. Je suis le premier. C'est quand même pas à moi que l'on va expliquer ça. Je rappelle que j'ai créé un parti politique il y a 15 ans qui proposait déjà, je dis toujours la même chose depuis 15 ans. Donc après, il y a des gens qui, au lieu d'adhérer à ce parti, ont créé le leur. Libre à eux, mais après ils ne viennent pas me donner des leçons d'unité. Non, c'est vrai. Deuxièmement, oui. Je rappelle que le 31 janvier 2020, j'ai organisé à Paris pour fêter le Brexit une réunion où il y avait Nicolas Dupont-Aignan, qui est venu, qui a eu la gentillesse de venir pour fêter avec moi le Brexit. Il y avait Florian Philippot, il y avait Georges Kuzmanovic qui venait de chez Mélenchon, et il y avait Pierre-Yves Rougeron, il y avait Jacques Cheminade, il y avait Dominique Jamais, il y avait même le représentant du Comte de Paris, son directeur de cabinet, qui avait eu la gentillesse, j'avais rencontré le Comte de Paris parce que je voulais justement élargir au maximum. Ça a été un très grand succès, vous pourrez trouver les photos sur Internet, c'était le 31 janvier 2020 et j'ai dû encore d'ailleurs oublier, oui, j'avais également Jean-Frédéric Poisson. Donc, que l'on ne vienne pas me dire que je ne voudrais pas faire un rassemblement. Je ne souhaite que cela. Et ma porte est ouverte. Simplement, ce que j'observe, c'est qu'après ce rassemblement, tout le monde est parti et tout le monde a annoncé sa candidature. Et c'est pas de moi qu'il s'agit. Monsieur Philippot a annoncé sa candidature à la présidentielle, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Poisson, Monsieur Kuzmanovic, tout le monde. C'est pas de ma faute. C'est comme ça. Moi, je pense qu'il faut regarder de l'avant. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un juge de paix, ça va être les parrainages. Qui aura ces parrainages? Nous, vous savez, moi, je suis quelqu'un d'opiniâtre et de réfléchi. Lorsque je vois que M. Zemmour, en ce moment, commence à se plaindre de ne pas avoir ses parrainages, bien sûr, je suis désolé, il va pas. Nous, ça fait 2 ans qu'on rame. Bon, et c'est un caprice d'enfant gâté. Tout le monde rame. Donc, ça veut dire que face à une élection de cette nature que je considère comme absolument décisive, il faut être un stratège.
Si M. Zemmour a des difficultés en ce moment, c'est qu'il n'a pas fait preuve de la réflexion stratégique nécessaire, alors même qu'il est porté, il a une couverture médiatique énorme. Non, moi, j'ai rien. Il est aussi porté par beaucoup de gens, voilà, pas seulement les médias. Il est porté par beaucoup de gens parce qu'il dit des choses qui touchent effectivement certaines personnes. Ouais. Je suis d'accord, et d'ailleurs, il ne dit pas que des imbécilités, il dit des choses tout à fait justes. Le problème, c'est qu'il donne à ça un côté polémique, d'une part, parfois même très agressif, et puis surtout, en plus, il n'apporte pas de solution, puisque par ailleurs, il ne veut pas sortir de l'Union européenne, ni des traités qui ligotent, ni de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, en fait, il tient un discours. Qui veut sortir de l'Union européenne à part vous, François Asselineau ? Écoutez, le problème, il est que les gens ont, je l'ai dit au début de cet entretien, nous avons des responsables politiques qui sont pusillanimes. Ils savent que si on dit ça, ça fait fuir, les médias vont plus en parler. Eh bien, moi, contre vents et marées, j'ai pris le parti il y a 15 ans. Vous savez, j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. J'ai pris le parti il y a 15 ans de dire à mes compatriotes la vérité. Et petit à petit, la vérité finit toujours par triompher. De plus en plus de gens se rendent compte que ce qu'on leur dit, c'est de la bouillie pour les chats. Alors maintenant, pour répondre à l'interlocutrice, moi, ma porte, elle est ouverte. On va voir qui aura les parrainages. Mais supposons que je sois le seul à avoir les parrainages pour être candidat, pour présenter le Frexit, pour sortir de l'Union européenne, et puis surtout tout le programme, parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Moi, je propose une augmentation significative du SMIC que l'on ne peut pas mettre que l'on ne pourra pas mettre de façon effective si on reste dans l'euro. Je propose également que les retraités voient leur retraite calée sur l'indice de l'INSEE, parce que je sais qu'il y a des retraités qui disent « Oh là là, si on sort de l'euro, ça va être la catastrophe, etc. » Non, ce ne sera pas la catastrophe. Votre programme, on va le suivre. On va le lire. Enfin, voilà. Donc, je dis que tout le monde sera le bienvenu. Il n'y a aucune exclusive. Aucune exclusive, très bien. Et nous allons maintenant à Besançon avec Antoine. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Antoine. Bonjour André, bonjour Monsieur Asselineau. C'est toujours un plaisir de vous écouter, Monsieur Asselineau. Vous élevez le débat et malheureusement on ne vous entend pas suffisamment, comme vous vous en plaignez souvent. Je voulais soumettre deux choses. La première, ça va rejoindre un peu l'auditrice précédente, sans dire de faire alliance avec Monsieur Philippot, que pensez-vous de son appel à l'unité nationale pour faire barrage à tout ce qui se passe actuellement concernant le pass vaccinal et tout ça, et qui met la France et les Français dans une catastrophe annoncée. C'était ma première chose. Et deuxième, allez-y, parce qu'on a peu de temps. Oui, je sais, malheureusement. Je partais d'un constat que les Français n'ont plus confiance en la politique, ne se détournent des urnes, notamment et il y a beaucoup d'abstention, notamment parce que le vote blanc n'est plus reconnu. D'accord. Et vous le mettez en place, Monsieur Asselineau, dans votre programme, et ça c'est très bien, le RIC, tout ça. Par contre, pour le mettre en place, il faut être élu, on est d'accord. Par contre, je me disais, si au lieu, alors c'est pas méchant ce que je veux dire, si au lieu de présenter votre candidature, Monsieur Asselineau, vous parrainiez une personne qui s'appellerait, qui s'appelle Monsieur Blanc. On prend un homme qui s'appelle Monsieur Blanc et dont le seul programme serait le vote blanc. Le seul programme. D'accord. Ça mettrait une pagaille dans la campagne et peut-être qu'on serait obligé de le mettre en place pour cette élection. François Asselineau, on a bien compris, François Asselineau, votre dernière intervention. Alors oui, c'est une idée assez amusante, mais qui ne pourrait pas se concrétiser. Je vous rappelle qu'il faut avoir les 500 parrainages. Et vous imaginez bien que jamais vous n'aurez les 500 maires qui viendront parrainer une idée. Voilà, parce que le problème, c'est que vous avez raison, le sujet, moi je préconise la reconnaissance du vote blanc de plein exercice. Ce qui signifie que si dans une élection, le vote blanc arrive, il y a plus de gens qui votent blanc plutôt que le premier candidat. Voilà. À ce moment-là, l'élection est annulée, elle est reportée, et les candidats qui se sont présentés ne peuvent plus s'y représenter. C'est un système qui existe notamment en Uruguay. Bon, donc ça, je suis pour simplement, vous comprenez bien que ce monsieur, on lui demanderait qu'est-ce que vous pensez des relations entre la France et la Chine et Taïwan. Qu'est-ce que vous pensez des relations avec la Russie? Je rappelle quand même que le devoir du président de la République, c'est d'abord de connaître la politique étrangère. C'est ça qui est donc il ne serait pas en mesure. S'agissant de monsieur la première question, j'en ai déjà
déjà répondu, monsieur. Moi, je ne suis. Rappelez-vous, en janvier 2021, j'ai signé. Cher François, vous avez dit ce qu'il fallait dire là-dessus. Malheureusement, nous sommes à la fin d'émission. Je suis désolé. Mais vous avez dit ma porte est ouverte et effectivement, on verra qui va avoir les parrainages. En tout cas, merci de vos éclaircissements et puis voilà, on vous a reçu et puis on continuera à recevoir les voix dissidentes parce que ça me paraît très important de ne pas avoir une espèce de monotonie et de monocolore et de langage monocolore, ça c'est pas possible.